Alors bonjour tout le monde, je me trouve avec Alain Vézina, le réalisateur de Opération Luchador. Salut Alain. Salut! Donc on va parler un peu de son film que vous venez probablement de voir. Sinon, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir le film avant le Q&A. Je pense que c'est plus logique pour comprendre de quoi on parle. Alain, on va partir ça. En fait, en parlant du court-métrage original, parce que c'est ça, je pense, la racine de ce projet-là. Donc, c'était le court-métrage que tu avais présenté il y a une couple d'années, Terreur sur le campus. Donc, tu as juste nous parler de la genèse du projet. En fait, c'est avec deux amis, euh, Michel Prévost et Yves Rodier. À un moment donné, on était assis, on parlait, puis on s'était dit, hey, ce serait cool de faire un court-métrage à la Santo avec un héros luchador et faire en sorte que ce film-là rende hommage aussi au film de série B des années 50, donc pas Opération Luchador, excusez-moi, Terreur sur le campus. En fait, c'est une rencontre entre les films de luchador mexicains et les films américains de série B des années 50. Dans ce cas-ci, c'était bien sûr The Fly. Hein, donc, on a un scientifique qui mène des expériences un peu marginales sur l'ADN de fourmis, puis il se retrouve d'ailleurs avec une tête de fourmi. Et c'était vraiment aussi dans tout l'esprit des films de Santo, parce que si vous avez déjà regardé des films de luchadors mexicains, je crois que Santo et Blue Demon et compagnie, Mil Mascaras et tout, ils ont affronté à peu près tout le bestiaire du fantastique. Hein. Ils se sont mesurés à Dracula, Frankenstein, les loups-garous, des momies. Donc, j'ai toujours trouvé d'ailleurs que c'était tellement improbable comme croisement d'un côté des lutteurs masqués et de l'autre des monstres euh, qu'on connaît bien. Donc, pour moi, ça a été très et pour toute l'équipe, je pense que ça a été très, très amusant. On avait Jason Roy l'éveillé, d'ailleurs, qui faisait l'ange doré. Et bref, on s'est bien amusé. Oui, il y avait du côté Batman 60s aussi là-dedans, dans les combats. Ouais, c'était un bon petit court-métrage. Puis en fait, là, je me demandais, en fait, pensais-tu continuer en fiction après ça pour faire un long? Ou est-ce que le faux documentaire, comment c'est arrivé dans le processus? En fait, Terreur sur le campus, c'était un pilote pour une série. Donc, on voulait vraiment créer une série, une web série où à chaque épisode, l'Ange doré allait se mesurer à un monstre. Finalement, le projet n'a pas décollé, malheureusement. Et l'idée m'est venue de faire effectivement un long métrage, mais sous la forme d'un faux documentaire ou d'un documentaire parodique. Là. Il y a différentes appellations. Et ce qu'il faut bien comprendre avec Opération Luchador, c'est que ici, le personnage, notre héros, en fait, il s'agit du grand-père de l'Ange doré qu'on voit dans Terreur sur le campus, puisque l'action se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'aimais beaucoup cette idée euh, d'une espèce de transmission du statut de héros de père en fils. Hein? Donc, finalement, l'Ange doré, c'est une longue lignée de héros. Et ça, c'est une idée qui m'est venue. J'ai sorti mes vieilles BD héritage. Hein, le fantôme de Oui. Lee Falk, c'est donc cette idée donc on est le fantôme, on est le héros de père en fils. Moi, je trouvais ça Ah oui. intéressant et ça me donne, écoute, plein de possibilités. Là. Peut-être que finalement, mon prochain faux documentaire, ça va se dérouler à l'Antiquité avec, avec l'Ange doré de, de l'époque. Et pourquoi le faux documentaire? Ben parce que j'ai quand même tourné beaucoup, une demi-douzaine de documentaires traditionnels. Donc, des documentaires il y en a certains qui ont été distribués par l'Office national du film du Canada, qui ont été diffusés à Radio-Canada, au grand reportage et tout ça. Je les ai vendus un petit peu partout aussi à travers le monde. Et je trouvais intéressant de tenter cette expérience
en fait, d'utiliser mon bagage, mon expérience de documentariste et d'essayer finalement de faire un faux documentaire avec un autre personnage donc, que j'avais co-créé pour les besoins de Terreur sur le campus. Super. Puis au niveau de l'expérience documentaire, qu'est-ce que tu as pu récupérer pour l'intégrer dans ton faux documentaire dans Opération Luchador? Bien, tu sais, quand on fait un faux documentaire, il y a toujours, je pense que l'art du faux documentaire réside dans ce juste équilibre entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et mon expérience de documentariste a fait en sorte que j'ai approché Opération Luchador d'abord comme un vrai documentaire. Ça veut dire que j'ai mené une recherche très minutieuse sur, par exemple, la montée du fascisme en Amérique du Sud avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc tous les groupes de sympathisants nazis au Mexique, en Argentine et tout ça. Et j'ai vraiment créé un contexte historique crédible dans lequel ensuite j'ai inclus des éléments de récit totalement fantaisistes, totalement extravagants, donc un lutteur masqué mexicain engagé par les services secrets américains pour débusquer les espions nazis en Amérique du Sud et ultimement pour affronter dans un face-à-face décisif Adolf Hitler. En fait, pas tout à fait, mais pour ceux qui ont vu le film ou qui vont le voir, vous allez comprendre. Donc, c'était finalement cette idée de créer une œuvre hybride, de jouer avec les codes du documentaire, mais aussi avec tout ce qu'un vrai documentaire nécessite en termes de recherche. Et c'est sûr que moi, j'ai tourné jusqu'à maintenant des documentaires historiques. Donc, toute l'expertise, si on peut appeler ça comme ça, que j'ai développée, par exemple, pour trouver des images d'archives, négocier les droits et tout ça. Donc, ça m'a été très, très utile. Et je t'avoue qu'il y a des trucs vraiment intéressants, mais pour ceux qui ont vu ou qui vont voir le film, je te donne un exemple. Bon, le grand méchant, bien sûr, c'est Adolf Hitler. Et il fallait donc trouver des photographies d'Adolf Hitler. Vous allez me dire, bon, ça se trouve assez facilement, ça dépend. Et j'ai réussi à trouver aux Archives nationales aux États-Unis toutes les photographies, les albums de photos prises par la maîtresse d'Hitler, Eva Braun. Eva Braun adorait la photographie, donc elle a pris des centaines de clichés d'Hitler. Elle a également fait des films en Super 8. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité des photos d'Eva Braun ont été prises au Berghof. Le Berghof, c'était la résidence secondaire d'Hitler dans les Alpes. On le voit souvent avec des chiens, puis avec exactement, assis sur une chaise dans des montagnes. Oui, oui, on les connaît un voilà, peu. donc il se retirait souvent là, donc faisait des longs séjours. Et effectivement, les photos, ce n'est pas des photos où on voit Hitler dans ses fonctions officielles. Il y en a quelques-unes, mais la majorité des photos, comme tu viens de le mentionner, c'est bon, il était avec ses chien, il est avec Eva Braun, il prend des marches, parfois il est vêtu en civil. Donc, c'est une iconographie beaucoup plus intimiste d'Adolf Hitler. Et c'est là que ça devient très amusant, c'est que j'avais à ma disposition toute une gamme d'expressions faciales d'Adolphe. OK? Donc, on le voit sourire. Oui, Adolphe, ça lui arrivait de sourire. Il y a même à un moment donné, on le voit où il fait une moue, hein, comme quelqu'un qui n'est pas content, qui est contrarié, tout ça. Et je me suis livré à cet exercice très amusant qui consistait à trouver les bons clichés d'Adolphe, les bonnes expressions faciales pour les faire coller à ce que le narrateur disait. Donc, si on disait que Adolphe était contrarié, ben, j'avais la bonne image. Donc, j'ai vraiment trouvé beaucoup d'images comme ça qui servaient bien le propos du documentaire, qu'il s'agisse aussi de films d'archives. Et forcément, je me suis beaucoup documenté aussi sur Adolf Hitler. Donc,
si quelqu'un rentre ici, vous allez penser que je suis néo-nazi, ça n'a rien à voir, là, parce que j'ai La une tablette lecture pleine. très joyeuse. C'est ça, j'ai une tablette pleine de trucs sur Hitler. Mais tu sais, il y a des choses hallucinantes qui sont dites dans le documentaire, puis les gens vont s'imaginer que c'est des trucs inventés. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'Adolf Hitler était accro aux drogues. Il était toxicomane, donc surtout dans les dernières années. Tout ça, c'est véridique. C'est vrai que un de ses chiens, sa préférée, Blondie, il en a fait une végétarienne, tout comme lui. C'est vrai que les nazis, en 1938, ont fait une expédition au Tibet. Donc, moi, j'ai juste complété en disant qu'il avait trouvé le Yéti, mais bon, tu comprends? Donc, il y avait des choses. Et toutes les armes secrètes, là, hein, les armes miraculeuses des nazis dont on parle dans le film, ça s'inspire de trucs véridiques, comme l'espèce de canon solaire. Ça vient pas de moi. Les nazis avaient vraiment envisagé de mettre en orbite une espèce d'immense miroir pour réfléchir les rayons solaires et cibler leur ennemi. Les chiens super intelligents et tout ça, c'est vraiment, à un moment donné, quand on regarde le film, je t'avoue qu'il y a des trucs où on se dit, bon, tout ça, c'est pure invention. Non, franchement, écoute, c'était le délire chez les nazis, là, je veux dire. Ouais, ouais. Très Indiana Jones, en fait, là-dedans, là. Tu sais, Ben, des quêtes exactement, pour à un des trucs moment donné. spirituels et. Ouais, 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 Donc, ça a été assez amusant, merci. À quel point, en fait, tu es parti des archives pour écrire l'histoire ou est-ce que tu as écrit l'histoire vraiment plus sur les archives? Tu sais, de quel bord tu passais? Parce que tu me dis que tu t'es inspiré de beaucoup de faits véridiques, mais là, il y a des photos sûrement qui n'existaient pas. Je sais qu'il y a beaucoup de photomontages, mais à quel point ta base était dans ta tête ou dans des trucs historiques? Ben, je partais de trucs historiques et là, je prolongeais. Tu sais. Puis, je pense que dans un faux documentaire, c'est amusant parfois d'essayer de départager le vrai du faux. Et c'est évident que parfois c'est facile. Donc, l'expédition nazie en 1938, moi, je pars de ça, puis je me dis, bon, ben, ils vont au Tibet. Parfait. Ils vont trouver le Yéti, ils vont le ramener, etc., etc. Mais tu sais, parfois, il y a des trucs qui étaient plus, comment je te dirais, où c'est plus difficile de faire la part des choses. L'exemple, hein, bon, une histoire dont on parle depuis, je pense, depuis la fin de la guerre, hein, les gens qui prétendent que Hitler n'est pas mort dans son bunker le 30 avril 1945. Non, non. Il aurait fui en Amérique du Sud, il aurait trouvé refuge en Argentine. On raconte que même le FBI a enquêté sur ces rumeurs, donc ça prouve à quel point c'était sérieux. Et donc, moi, je partais d'un truc véridique, puis ensuite, ben, je m'amusais. Et il y a énormément de références aussi dans le film. Hein? Donc, je fais des références à Frankenstein, je fais des références à James Bond, donc des films que j'aime beaucoup et des personnages donc j'aime beaucoup. Et c'est un peu un mélange de tout ça, un mix de tout ça. Il arrivait parfois que je trouvais des films d'archives assez particuliers et que je bâtissais une histoire autour du film d'archives que je pouvais greffer à mon récit. Donc, ça aussi, ça a été une façon de travailler. As-tu des exemples concrets justement de films d'archives qui ont inspiré des scènes complètes? Euh, je te dirais oui, ben, attends un petit peu, là, je fouille dans la mémoire. Les images, j'essaie de voir. Quand on est, par exemple, les images à un moment donné, j'ai une image d'une espèce de prototype d'avion complètement. Écoute, personnellement, je n'embarquerai jamais là-dedans, là, tu sais, donc c'était du film d'archives qui datait, je crois, fin des années 30 ou peut-être
peut-être avant, je ne le sais pas. Puis en voyant cette image-là, je me dis, ah, j'ai trouvé l'avion de l'Ange doré. Donc, ça va être son avion et tout ça. Et de toute façon, c'est une belle référence aussi à Mil Mascaras qui pilote aussi son avion. Donc, ça, c'est parfois des images qui me permettaient donc d'inventer quelque chose autour d'elle. Puis tu dirais que c'est quoi à peu près ton pourcentage d'images d'archives versus les nouveaux trucs que tu as tournés? Parce qu'il y a des séquences quand même que tu as tourné avec des comédiens, puis il y a des Oui, ben, entrevues. à mon avis, c'est 50-50. OK. Et dans le 50% d'images d'archives, j'inclus les nombreuses images qu'on a truquées. Ouais. Et ça c'est un travail. Puis je te dirais aussi, quand on truquait nos propres films, donc on tournait nos trucs, puis il fallait détériorer le film pour lui donner une apparence un peu vieillotte. Il y avait vraiment recherche qui était faite. Par exemple, on regardait le grain des films d'archives tournés en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand il y avait des films en couleur, on regardait un peu comment l'étalonnage était fait et tout ça. Et ensuite, on s'inspirait de ça. On élaborait une recette pour avoir le même rendu photographique que les véritables images d'archives. Cool, cool. Ah, puis au niveau des Talking Heads, parce que tu as plusieurs Ouais. entrevues, comment tu as fait ta sélection? Est-ce que c'est des comédiens? Est-ce que c'est des historiens? Est-ce que c'est du monde qui ont vraiment une connaissance du sujet ou tu leur as mis un texte en bouche et that's it? C'était des gens, il y a des comédiens professionnels, il y en a qui ne sont pas du tout comédiens et, souvent, souvent, toujours, ils sont excellents. Donc moi, puis le mérite leur revient entièrement. Je trouve que toutes tous les intervenants qui sont interviewés dans le film sont extrêmement crédibles. On y croit. Et c'est des gens, donc, effectivement, je leur ai écrit le texte. On pratique un petit peu juste avant le tournage, puis on y allait. Puis il y a d'autres comédiens où, bon, il y a eu peut-être un peu plus de travail de répétition et tout. Puis, et souvent, pendant le tournage, très souvent, et c'est une impression très agréable, j'étais ravi de voir jusqu'à quel point ils étaient crédibles, qu'ils étaient authentiques. Puis ça, je pense que c'est l'une des grandes forces du film. As-tu eu de l'impro au travers ou c'était vraiment tout scénarisé? Tout était scénarisé. Tout était OK. scénarisé, tout est là, tout était. Il y a donc, il n'y a pas eu, il y a pas eu d'impro, là, tout était scénarisé. Je me demande parce que des fois, le faux documentaire, il y a beaucoup de place à l'impro. Tu sais, un Spinal Tap, mettons, qui est l'exemple Ouais. classique du faux doc où là, les comédiens, il y avait une base, mais après ça, ils ramblaient, partaient sur leur affaire. Fait que je me demandais à quel point tu avais, déjà gagé ou. OK, mais c'est intéressant. Oui, mais tu sais, moi, mon modèle, mes deux modèles, c'est vraiment, pour ce film-là, c'est vraiment Zelig de Woody Allen Ouais, ouais, ouais. et Forgotten Silver de Peter Jackson. Ouais, ouais, ouais. C'est C'est excellent, vraiment, ça. pour moi, ça a été vraiment mes deux modèles. Puis, quand on parle de faux documentaires, tu sais, quand tu regardes Zelig, par exemple, Mhm. d'entrée de jeu, tu ne peux pas y croire. Tu ne peux pas y Ouais, ouais. croire parce que, bon, les comédiens, tu as Woody Allen puis Mia Farrow. Donc, d'entrée de jeu, tu te dis, bon, c'est de la fiction. Puis Ouais. le sujet, un homme caméléon et tout ça. Mais on prend beaucoup de plaisir à regarder Zelig, justement parce qu'on mélange les codes du documentaire et de la fiction. Il y a un narrateur et tout, donc, et tout ça. Par contre, Forgotten Silver, là, c'est beaucoup plus ambigu. Et que oui. Forgotten Silver, il ne faut pas oublier que quand le film a été présenté à la télévision néo-zélandaise en 1995, la majorité des gens y ont cru. Ouais. Puis c'est 2 jours plus tard que Peter Jackson a révélé à la presse, ben non, c'est un canular. Et ça a provoqué énormément de colère en Nouvelle-Zélande. Parce que les gens, on n'aime pas se faire mener en bateau.
On n'aime Ouais. pas de se faire mentir en plein visage. Et à l'époque, Forgotten Silver, écoute, moi je sais, il y a des profs de cinéma en Nouvelle-Zélande qui modifiaient déjà leur plan de cours pour inclure désormais Colin McKenzie, grand pionnier du cinéma néo-zélandais. Et là, Jackson détruit un peu toutes leurs illusions, mais je pense que c'est la frustration d'avoir été mené en bateau. Plus récemment, je me rappelle en 2013, Discovery Channel, qui en principe, Discovery Channel montre de vrais documentaires. En 2013, il montre un documentaire sur le mégalodon, où on raconte que le mégalodon serait toujours vivant. Hein? Donc, ce grand ce requin géant qui probablement serait toujours là. Et il y a les gens, la majorité des gens, écoute, il y avait à peu près 5 millions de personnes qui avaient regardé ce faux documentaire, des codes d'écoute incroyables pour Discovery à ce moment-là. Et quand on a révélé le fait que c'était un canular, en fait, à la fin du film, il y a un carton générique qui dit tout ça, ce n'est qu'une légende. Écoute, les gens ont été extrêmement frustrés. On écrit des lettres d'insultes sur les médias sociaux. Écoute, ça se déchaînait contre Discovery Channel. Donc, je crois qu'il y a une question d'éthique. Tu sais, je pense qu'un faux documentaire qui a comme intention délibérée de tromper, de duper les gens, je ne sais pas jusqu'à quel point. Les gens sont très crédules aussi, on va se le dire. Il y a une partie du public qui est assez crédule. Puis moi, j'ai eu l'expérience, j'ai fait une série faux documentaire. Puis pour moi, c'était tellement évident. Ils chassent des monstres, puis on les voit, les monstres. Là. Fait que dans ma tête, c'était. Puis le monde écrivait en commentaire, ça paraît que c'est faux, mais comme. Je sais bien, là, j'ai jamais eu l'intention de faire croire aux gens que c'était une vraie histoire. C'est complètement fou comment les gens embarquent. Fait que Oui, dès que tu vas trop loin dans ton histoire, comme Peter Jackson, c'est évident que les gens vont y croire jusqu'au bout. Fait que j'ai hâte de voir ton film, en fait, à quel point il va peut-être avoir des gens qui vont faire comme Ah ouais, OK, il a existé cet homme-là. c'est vraiment lui qui a contribué à la chute du Troisième Reich et tout, et ça. Donc, mais je crois qu'on peut, on s'amuse beaucoup quand on regarde un faux documentaire, même si au départ, on sait que c'est fabriqué de toutes pièces, que c'est une histoire totalement fantaisiste. En fait, le côté parodique vient justement de ce mélange, de cet amalgame de codes de la fiction et du documentaire. Tu ne peux pas croire à un film comme What We Do in the Shadows. Tu Ouais. sais bien que c'est des vampires, bordel. Là, tu peux pas. Mais c'est un super film. C'est un super Ouais, c'est ça. documentaire. Tu sais. Excellent. Alain, je bifurquerais vers quelque chose de vraiment plus large, mais tu as quand même Oui, une passion du cinéma du genre. Là. oui. Ça s'entend à l'instant, mais aussi tu as, fait le scaphandrier, tu as parlé de la Corriveau dans un documentaire. Tu as vraiment une passion pour le fantastique. Juste peut-être me parler de c'est quoi ta vision du cinéma de genre au Québec? Comment tu inscris ton film là-dedans aussi? Je sais que c'est très, Ouf, très large comme question. Là. Tu ouais. donnes des cours là-dessus, ça doit prendre plusieurs cours pour en parler, mais tu sais, j'aimerais juste ça t'entendre, en fait. Ces réalisateurs québécois qui font du genre, il n'y en a pas beaucoup. Fait que juste me parler un peu comment tu vois la situation du genre aujourd'hui au Québec. Je crois qu'il y a une place pour le cinéma de genre au Québec. Il faut aussi faire attention parce que quand on parle de genre, c'est quand même très large. Souvent, les gens qui disent qu'il n'y a pas de cinéma de genre au Québec parlent essentiellement du fantastique, de la science-fiction, mais bon, le policier c'est des films de genre. Euh, Moi, je crois oui, il y a de la place pour le cinéma de genre. Parfois, par contre, je me pose la question, est-ce que le débouché pour le cinéma de genre québécois, c'est vraiment les salles de cinéma? Euh, et je crois que on peut faire un cinéma de genre qui va trouver sa place ailleurs que dans les salles de cinéma parce que c'est très difficile, surtout maintenant, là, on sait, je pense que la pandémie a accéléré un peu le déclin de la fréquentation des salles de cinéma.
Puis le cinéma québécois, en général, a énormément de difficultés à se tailler une place en salle. Vous regardez les chiffres au box-office, il y a quoi, une quarantaine de longs métrages qui se tournent à chaque année, tout genre confondu, on s'entend là-dessus, là, que ce soit du cinéma d'auteur ou de genre. Et il y a très peu de films québécois qui rencontrent leur public en salle, ce qui est dommage. Mais je pense que les plateformes de streaming, là, je pense qu'il y a une niche, il y a quelque chose à aller chercher qui est intéressant. Est-ce que les institutions sont trop frileuses quand vient le moment de financer du cinéma d'horreur ou du cinéma fantastique? Je crois que oui. Je pense que c'est une situation triste, déplorable. Est-ce que est-ce que les choses vont changer? Ben, moi, je pense que oui, mais bon, tu sais, c'est. Puis en même temps, moi, tu sais, le cinéma de genre, on ne va pas se le cacher. Quand Scaphandrier a pris l'affiche en 2015, la critique au Québec a massacré le film. À tort ou à raison, je ne suis pas là pour débattre de ça. Et le film avait été extrêmement mal vendu aussi, parce qu'à l'époque, le Scaphandrier, moi, je me suis toujours opposé à cette façon de vendre le film. On disait c'est le premier film de zombies québécois. Non, le Scaphandrier, c'est un pastiche des slashers des années 80. Je veux dire, les zombies ou les morts vivants, parce qu'ils ne se comportent pas tout à fait comme des zombies, arrivent dans les 10 dernières minutes du film. Et pour moi, c'est un petit clin d'œil à The Fog de John Carpenter et tout ça, mais tout le film, c'est un type avec un casque de scaphandrier qui trucide des gens. Donc, c'est un slasher. Le premier film de zombies québécois, c'est Les Affamés. On va se le dire tout de suite. C'est pas le scaphandrier. Par contre, moi, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que le Scaphandrier a eu un très bel accueil à l'étranger. Ouais. Donc, on a été très contents de voir que le film a été bien reçu, qu'il a été sélectionné dans plusieurs festivals et pas des moindres. Hein. On a été sélectionné, par exemple, au festival de Sitges en Espagne. On était très, très heureux de ça. On a gagné prix, je pense, meilleure mise en scène, meilleur maquillage au festival de Torremolinos en Espagne. On a fait le Fanta Festival en Italie, un gros en Argentine aussi. Il y a même une revue culturelle en Argentine qui avait décrété que Le Scaphandrier était un des 5 meilleurs films qui avaient été présentés au festival. Ah, wow! Ça a été, non, écoute, la réaction face au film au Québec et à l'étranger, c'est deux choses. C'est deux choses. Puis moi, je vais t'avouer que le film est sorti au Québec et après, il a fait le circuit des festivals. Puis moi, je lisais ce qu'on écrivait sur le film. Bon, curiosité malsaine, sans aucun doute. Puis j'ai dit, bon, ben, OK, j'ai fait une grosse merde. Faut vivre avec. Et là, j'ai dit, ben, je vais quand même essayer de voir ce que ça donne à l'extérieur. Donc, moi-même, tu sais, parce qu'à l'époque, le distributeur m'avait totalement largué, le producteur était en faillite. Donc, c'est moi qui avais inscrit le film dans les Ah, ouais, différents c'est tough festivals. ça en plus, là. Ouais, Puis je c'est payais de la même job. parfois c'était pas gratuit, donc je payais de ma poche les frais d'adhésion et tout ça. Puis le film, je suis content de le dire que Le Scaphandrier a eu un bel accueil à l'international, que ça n'a pas été une honte pour le cinéma de genre au Québec, contrairement à ce que certains critiques prétendent encore. Puis voilà, donc, mais je crois qu'il y a définitivement il y a un avenir pour le cinéma de genre au Québec. On a des histoires à raconter. On peut s'inspirer de notre patrimoine de légende, penser quelque chose. Hein? Ouais. Donc, on peut très, 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 très bien le faire. Ouais, fait que tu penses que. Moi, c'est un des trucs que je me pose souvent comme question aussi. Tu sais, ça, c'est plus mon chapeau de cinéaste et non de programmateur, mais des fois, je me demande à quel point je peux garder mon identité québécoise, mes traditions, pour faire mon film que je vais exporter à l'extérieur. Ou est-ce qu'il faut que je dénature mon côté québécois pour faire quelque chose de plus générique pour que ça marche à l'extérieur. Tu sais, c'est un peu ce que je me demande. Puis je vois qu'il y a des bons exemples. Robert Aubert, justement, Les Affamés, il n'a pas dénaturé le côté québécois. C'est très, très québécois, rural. Ouais. Puis ça a fonctionné à l'étranger. Ça a été vendu à Netflix. Fait que c'est un peu ça aussi que je me demande. Puis Scaphandrier aussi, je pense que tu as quand même. C'est un vrai film québécois. Là. C'est pas, Oh, ouais. ça ne cache pas ses origines. Là.
Non, non, Donc, pas du tout. On tournait dans le bas du fleuve, on tournait tournait en français. Donc, dès l'instant que tu tournes en français avec le français québécois, ben, c'est un gros plus. Un ouais. gros plus dans la mesure où tu es très fidèle je dirais, à ta province, je peux dire, d'expression francophone. Donc, le fait que déjà tu tournes en français, c'est quelque chose. Et parfois, on entend des gens qui disent si tu veux que ton film soit exporté et tout ça, tu serais mieux de le tourner en anglais puis, et tout. Je le sais pas. On a des exemples de films. Je parlais, en Espagne, des grands films fantastiques espagnols qui sont tournés dans la langue natale. Et ces films-là, je ne crois pas qu'il faut nécessairement qu'un film fantastique renie ses origines culturelles pour avoir du succès à l'étranger. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça, mais c'est sûr que c'est un débat, c'est un questionnement perpétuel à savoir, est-ce qu'on tourne en anglais ou en français, est-ce qu'on fait un film et tout. Moi, c'est sûr, Scaphandrier, c'est un slasher que j'ai tourné. On est d'accord qu'il n'y a pas vraiment de tradition de slasher au Non, non. Québec. Canada anglais, c'est une autre histoire parce qu'au tournant des années 80, avec les crédits d'impôt et tout ça, on a tourné quand même certains. À Montréal, il y en a eu un Visiting Oui, Hour de Jean-Claude Laure qui est un peu un slasher, exactement. tu sais, ouais. Avec Oui, il y William en a eu un petit peu. Shatner. Oui, oui, Ouais, exact. ça a été. Donc, c'était vraiment. Mais il y avait quand même, moi, dans Scaphandrier, tout l'héritage maritime. Je me suis inspiré beaucoup de ce que je connaissais, le naufrage d'Impress of Ireland et tout ça. Donc, et tout ça. Mais effectivement, je pense que c'est un débat. Mais moi, je crois qu'on peut tourner avec peu de moyens. Moi, je dis les gens qui veulent tourner du fantastique ou du cinéma de genre, puis vous attendez du financement de la SODEC, puis de Téléfilm Canada, puis vous attendez des millions pour tourner votre film, c'est une très mauvaise idée. Vous ne le tournerez probablement jamais. Mhm. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des demandes et tout. Puis mais je pense que, Opération Luchador, c'est un film qui est totalement indépendant. Hein. Il y a zéro financement public dans ce film-là. C'est sûr que c'est un faux documentaire, donc ça coûte moins cher à tourner quelque part qu'un film de fiction traditionnel. Je le conçois. Mais je pense que parfois, on peut tourner des films fantastiques ou d'horreur avec peu de moyens. Ce n'est pas l'idéal, mais je crois que c'est possible et que ces films-là peuvent trouver un débouché sur les plateformes à défaut d'avoir un distributeur officiel. Puis on s'entend, parfois, les distributeurs officiels, ils font un job de merde là, pour votre film. Là. Je veux dire, il ne faut pas. Tu connais l'adage, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Oui, oui, oui. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, au système D, on se débrouille, puis on essaie de faire des films, puis vous avez des festivals. On a la chance d'avoir Fantasia, nous, ici, à Montréal, qui encourage beaucoup la relève. Les fantastiques week-ends du cinéma québécois, tous les courts-métrages que vous présentez et tout ça, c'est génial, ça. Que ce soit en ligne ou éventuellement quand on va revenir en salle, des gens qui font des films avec le système D, puis que récemment, je regardais justement sur le site de Fantasia les messages de joie des gens dont le court-métrage avait été sélectionné dans les fantastiques week-ends du cinéma québécois. C'était super beau à lire. Wow, notre film est à Fantasia. Ouais, ça fait Wow, plaisir, ça. c'est super gang, super cool, on est fiers et tout ça. Puis là, tu regardes ça, tu fais wow! Puis moi-même, quand je donne mes cours de cinéma, les courts-métrages de mes étudiants, c'est arrivé que j'ai des courts-métrages qui ont été faits dans mes cours, qui ont été choisis à Fantasia. Donc, c'est une chance énorme d'avoir un festival du calibre de Fantasia à Montréal, justement pour la relève. Puis Fantasia va prendre justement des films souvent qui ont été faits avec peu de moyens et c'est vraiment génial pour la visibilité de tous ces jeunes réalisateurs. Moi, je ne suis plus un jeune réalisateur, là, mais quand même, ceux qui sont là, il y a énormément de fierté par rapport à ça. Oui, avec la plateforme, on a une super belle diffusion en plus à travers le Canada. Donc, ça, c'est peut-être
belle chose, on avait des gros guillemets là, de la COVID, d'avoir pu ouvrir cette plateforme-là pour distribuer à travers le Canada. Juste vous dire, j'ai pas payé Alain pour qu'il dise toutes ces belles choses-là. C'est venu de lui-même complètement. Mais Ça merci fait Alain, ça fait. spontané. Mais on est, Oui. oui, effectivement, on est vraiment fiers de pouvoir présenter des films et pouvoir donner la chance. Moi-même, c'est ça, je parlais de mes deux chapeaux, mais moi, j'ai été sélectionné à Fantasia comme réalisateur avant d'avoir un poste de programmateur. Puis c'est sûr que ça a donné un push à ma carrière. Aussi petite soit-elle, ça m'a énormément aidé. Donc oui, ça fait vraiment plaisir. Puis c'est super inspirant de voir que tu as fait un film avec les moyens du bord, qui est sélectionné ici au festival, mais qui est sélectionné aussi dans plein d'autres festivals. Puis j'espère que ça va inspirer des gens de peut-être prendre leur caméra et Oui. s'inspirer. Genre, le faux documentaire, effectivement, c'est très accessible. On peut pardonner peut-être des défauts techniques ou des manques de moyens parce que ça vient avec le style du film. Donc, on espère que ça va inspirer les gens. Donc, merci Alain. Je ne sais pas si tu avais un truc à ajouter en finissant, mais Non, ben merci pour Fantasia. On est très content d'être là parce que c'est mon premier long métrage à Fantasia. Puis c'est sûr, je ne tournais pas les documentaires historiques, c'est pas vraiment Fantasia qui vont être là, mais c'est sûr que pour nous, c'est très, très, très important. Puis aussi mentionner, et encore là, Rémi ne m'a pas payé, mais point de vue organisationnel, logistique à Fantasia, c'est impeccable. merci. Puis pour avoir justement, avec le scaphandrier j'en ai fait beaucoup de festivals et tout ça. Moi, je dois dire que Fantasia, vraiment, bravo, parce Ouais, cette que année, hein. l'organisation est impeccable, même en ces temps difficiles de Une COVID. drôle d'année pour Fantasia, puis le public le sait. Le public est très compréhensif. On n'a pas autant de séances en salle, mais écoute, juste de pouvoir avoir des séances en salle tout court, on est content cette année là, de pouvoir offrir ça. Puis d'offrir encore la plateforme à travers le Canada, de pouvoir donner une belle visibilité comme ça. Donc, le festival se poursuit. En fait, on a 3 semaines, comme les éditions régulières. Donc, beaucoup de films à voir sur la plateforme, des films en salle au cinéma du musée, à l'Impérial. Tout le programme est sur fantasiafestival.com. Donc, voilà, parlez-en. Parlez de Opération Luchador. Ça sert à ça. On veut que vous puissiez en parler à tout le monde puis que les gens puissent venir le rattraper sur la plateforme. Donc, passez le mot. Merci beaucoup, Alain, d'être là. Vraiment, merci d'être au Ça fait festival, plaisir. de nous avoir soumis le film. Puis bonne fête festival à tous.